Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'École des hautes études en santé publique. Je me présente rapidement, donc je suis Philippine Oisel, je travaille à l'école et je suis ravie de vous retrouver pour cette session donc d'une heure. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, à assister aussi maintenant à ce webinaire. Alors déjà, merci pour votre intérêt et puis pour votre présence. Je vois juste qu'il y a des personnes qui disent que leur caméra ou leur micro ne fonctionne pas, ce qui est normal. Comme il y a beaucoup de participants, il faudra vraiment écrire vos questions dans le chat. Alors, aujourd'hui, on vous propose de se pencher pour ce webinaire sur une question complexe qui est donc face à un afflux massif de victimes à l'hôpital, comment agir, comment s'organiser et bien sûr, comment anticiper. Donc, pour y répondre, nous serons avec 4 intervenants. Nous accueillons donc le docteur Jean-Marc Philippe. Bonjour. Alors, Jean-Marc Bonjour. Philippe, bonjour, vous êtes médecin hospitalier, médecin en chef du service de santé des armées, et vous êtes aussi le conseiller santé et sécurité du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, et le conseiller médical et scientifique du centre de crise sanitaire à la Direction générale de la santé. Donc, vous introduirez ce webinaire pour introduire notamment le sujet de l'AMAVI, finalement, de quoi on parle. Ensuite, nous serons avec le docteur Joël Pantier. Bonjour. Bonjour à toutes et Vous êtes tous. médecin urgentiste et directeur médical de crise au centre hospitalier du Mans. Vous êtes aussi vice-président de la commission médicale d'établissement du CH du Mans et président de la commission médicale de groupement du GHT 72. Et donc, vous nous parlerez d'une situation concrète et faire un retour, et vous ferez donc un retour d'expérience sur un accident, l'accident de car qui a eu lieu en Sarthe en juin dernier et qui avait fait donc 4 morts. Et puis, enfin, le docteur Christophe Bernat. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour, vous êtes médecin donc, au SAMU de Strasbourg et vous nous parlerez de la nouvelle mission nationale Coramagie, dont vous êtes le responsable. Juste pour donner un peu de contexte, depuis mai 2025, les hôpitaux universitaires de Strasbourg coordonnent au niveau national la préparation et l'organisation de l'afflux massif de victimes. Donc, vous nous expliquerez ce que ça signifie et puis ce que ça implique. Et Avec puis plaisir. enfin, ce webinaire s'inscrit au sein de l'expertise de l'EHESP autour des situations sanitaires exceptionnelles. L'EHESP propose en fait plusieurs formations sur le sujet, dont une plateforme de formation en ligne qui est gratuite et qui est accessible sur simple inscription. Et donc, on vous présentera cette plateforme avec Marie Gède. Bonjour Marie. Bonjour à toutes et tous. Et donc Marie, vous êtes enseignante experte à l'école sur le sujet des SSE. Donc vous nous présenterez la plateforme, notamment les modules qui sont dédiés à la magie. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Comme vous êtes très nombreux, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va essayer de prendre les plus générales, celles qui concernent le plus grand nombre. Et comme je vois des questions concernant le replay dans le chat, eh bien, je précise que ce webinaire est enregistré et qu'il y aura bel et bien un replay qui sera disponible dans les prochains jours, donc à la fois sur la plateforme de formation qu'on va vous présenter et puis sur la chaîne YouTube de l'école. Donc sans plus attendre, je me tourne vers vous, docteur Jean-Marc Philippe. Bonjour, rebonjour. Donc je rappelle je rappelle que vous êtes le conseiller santé, sécurité et sécurité du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, et aussi le conseiller médical et scientifique du centre de crise sanitaire à la DGS. Alors, dans votre carrière, vous avez eu une casquette stratégique. Vous avez, avec d'autres, notamment pensé la doctrine et la logique du dispositif ORSAN, qui vise donc à coordonner les actions des établissements de santé lors de SSE et qui chapeaute les plans blancs des établissements hospitaliers, notamment pour faire face à un AMAVI, un afflux massif de victimes. Et bien, j'ai une première question, Jean-Marc Philippe, finalement. Comment définir un afflux massif de victimes? Est-ce que ça correspond à un nombre précis de victimes? Merci beaucoup, Philippine, de cette question effectivement importante. En fait, la notion d'afflux massif de victimes est forcément relative et doit se mesurer en fonction de l'offre de soins disponible à un instant T. L'inadéquation entre un besoin de soins et l'offre de soins disponible immédiatement crée la situation sanitaire exceptionnelle qui impose la mise en œuvre du dispositif de réponse adapté, en l'occurrence le dispositif ORSAN et ses plans ORSAN à main vie pour les blessés somatiques et médico-psychologiques pour les blessés psychiques. Il n'y a donc pas de nombre de victimes prédéfinies pour les déclencher.
Prenons un exemple, 5 blessés graves dans le Cantal le justifie, mais à Paris ou à Lyon, ce ne sera pas forcément nécessaire car les capacités de prise en charge immédiate seront suffisantes. Le déclenchement d'un plan Orsan-Amavi doit toutefois être systématiquement envisagé dès qu'un plan Orsec-Novi est activé par le préfet. Je rappelle que le plan Orsan-Amavi est déclenché par le directeur général de l'ARS et le cas échéant à la demande du préfet ou du ministre chargé de la Santé. Merci pour ces précisions, ces explications. Une deuxième question, quels sont les risques ou les événements qui sont finalement susceptibles de générer un afflux massif de victimes à l'hôpital? Alors l'accueil massif de victimes, c'est le fondement historique de la réglementation qui impose aux établissements de santé de se préparer à de nombreux blessés graves à soigner. Si on refait un petit peu d'historique, la catastrophe ferroviaire de Flaujac dans le Lot, c'est un petit peu ancien, c'est le 3 août 1985, fait 35 morts, 165 blessés qui vont être transportés majoritairement à l'hôpital de Figeac, un établissement de taille très moyenne, entraînant une submersion de ses capacités de prise en charge. Le 5 mai 92, et là c'est resté vraiment dans les mémoires, la catastrophe au stade de Furiani à Bastia cause la mort de 18 personnes et fait 2357 blessés qui désorganisent l'hôpital de Bastia. Si l'organisation préhospitalière de prise en charge des blessés avait été pensée à partir des années 1970 par les pères fondateurs de la médecine de catastrophe française, le médecin général René Noto, le professeur Pierre Huguenard et le professeur Alain Larcan, avec la création de la fonction de directeur des secours médicaux et la mise en place de la régulation médicale par le SAMU et notamment l'organisation intra-hospitalière n'avait pas été clairement structurée jusque-là. La création des plans blancs a été concrétisée en 2004 par la loi du 4 août et le premier guide d'élaboration des plans blancs est publié en septembre 2006. Ce petit rappel historique permet de rappeler l'importance de disposer d'une organisation préétablie dans les établissements de santé pour éviter la désorganisation liée à un flux de blessés qui est synonyme de perte de chance pour les patients et de crise majeure pour l'institution hospitalière. En 2014, le dispositif Orsan est créé avec un plan dédié à l'accueil massif de victimes, renforcé en 2019 à l'issue des attentats de 2015 et de 2016. Et le plan blanc devient le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, avec le niveau plan blanc qui est le niveau le plus haut de mobilisation donc, de l'établissement. La fonction de directeur médical de crise, qui est la transposition intra-hospitalière du directeur des secours médicaux préhospitaliers, elle est créée aussi en 2019 et rendue obligatoire pour les établissements de santé de première ligne à ma vie. Une fonction de cadre de santé de crise est même adjointe à celle du DMC dans le cadre du renforcement du cadre de préparation et de réponse du système de santé qui est publié, souvenez-vous, en début d'année 2024. Par ailleurs, le plan Orsan médico-psychologique, il est conçu pour assurer la prise en charge des blessés psychiques en complément des blessés somatiques. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces plans et de ces dispositifs qui existent? Justement, quel est le principe de cette préparation aussi? Alors, la prise en charge d'un afflux de blessés dans le cadre d'une urgence collective, c'est un enjeu majeur pour le système de santé et tout particulièrement pour les établissements de santé. Cet afflux, il peut être la conséquence de divers événements. Ça peut être un accident collectif de circulation, comme un bus dont Joël parlera tout à l'heure, une explosion, un incendie, une catastrophe naturelle. Ça peut être aussi une action volontaire, une action terroriste, une agression collective par arme de guerre, telle qu'on a pu la connaître à Paris en 2015, d'un camion bélier dans une foule, comme à Nice, d'une explosion là aussi provoquée. Mais ça peut être aussi, et ça nous amène aussi à réfléchir aux travaux que nous portons actuellement, ça peut être aussi d'un conflit armé en situation d'engagement majeur des forces, avec donc un flux de malades ou de blessés militaires qui arrivent dans le système de santé.
Alors la typologie des blessés, elle va dépendre bien évidemment de la nature de l'événement causal et nécessiter pour chacun d'entre eux une prise en charge adaptée en mobilisant donc le cas échéant des ressources et des compétences spécialisées qui vont être à l'échelon local, régional, voire national, notamment la traumatologie pédiatrique ou la réanimation pédiatrique ou la prise en charge de brûlés telle qu'on vient de la connaître avec l'événement très tragique de Crans-Montana. Alors, ce plan Orsan à ma vie, il est élaboré à l'échelon régional par l'ARS. C'est un plan générique de réponse à un événement générateur de nombreux blessés somatiques. Et il consiste à définir l'organisation de la réponse du système de santé face à cet événement qui va provoquer donc ce nombre important de victimes qui dépasse la capacité habituelle de prise en charge des établissements de santé du territoire concerné. C'est vraiment ça qui crée la situation sanitaire exceptionnelle. Et le plan Orsan à ma ville s'inscrit dans la complémentarité du plan Orsec-Novi, qui est lui-même déclenché par le préfet. Et tout ça s'inscrit dans une logique de parcours de soins et va permettre la prise en charge rapide des blessés dans les établissements de santé après régulation médicale par le SAMU territorialement compétent. Donc, le plan Orsan à ma ville repose sur la mobilisation des établissements de santé de première ligne et le cas échéant de deuxième ligne via leur plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles qui le déclinent en volets. C'est-à-dire que ces établissements vont avoir dans leur plan un volet à ma vie. Ces établissements de santé sont ainsi classifiés et ils ont un contrat capacitaire qui est passé avec l'Agence régionale de santé, qui est déterminé à T0 et avec la montée en puissance à T plus 1, plus 2, etc., avec la mise en œuvre donc du niveau 2 plan blanc du PGTH-SSE. L'évaluation du capacitaire à T0 est réalisée via le système d'information SI Orsan, dont je tiens à saluer son concepteur, le docteur Antoine Aubryon du CHU de Caen, qui nous a doté d'un système d'information basé sur une méthodologie extrêmement performante, permettant à la fois de connaître le capacitaire de base, mais aussi son évolution en temps réel. Merci, merci pour ce point d'étape important, Jean-Marc Philippe. Alors, il arrive que ces plans soient déclenchés. Justement, il y a environ 7 mois, le CH du Mans a activé le volet à ma vie de son plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dont vous avez parlé, après justement un accident de car, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc, ce car transportait une soixantaine de personnes, plusieurs collégiens, lycéens ukrainiens qui étaient venus en voyage scolaire et qui étaient accompagnés de leurs encadrants. Cet accident est survenu, juste pour rappeler un peu le contexte, le vendredi 13 juin 2025, vers midi, sur l'autoroute A81 dans le département donc, de la Sarthe. Et comme je le disais au début, il a coûté la vie à 4 personnes majeures et fait plusieurs blessés. Donc, pour parler de la gestion de cet événement à l'hôpital, nous sommes avec le docteur Joël Panetier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin urgentiste, directeur médical de crise, donc DMC au CH du Mans. Et le jour de l'accident, en tant que DMC, votre rôle, ça a été d'assurer le pilotage opérationnel de la réponse médicale à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire comment réorganiser l'hôpital pour prendre en charge les victimes, les répartir entre les différents établissements, le tout en maintenant les soins courants. Et dans un contexte, en plus, qui était très particulier à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le contexte ? Oui, ça ne nous échappe pas qu'au Mans, on a un événement annuel qui s'appelle les 24 heures du Mans, et cet événement est survenu la veille des 24 heures du Mans, donc ça en fait quelque chose de très atypique. La veille des 24 heures du Mans, il faut savoir qu'on a la parade des pilotes en centre-ville du Mans, c'est historique, ça réunit à peu près 150 000 personnes en plein centre-ville du Mans, ça en gros bloque environ 150 000 personnes dans un cercle fermé d'1 km² en centre-ville. Tout ça pour dire qu'on a un dispositif prudentiel très important, l'ensemble des services de l'État, sur cette journée de la parade des pilotes, mais aussi sur les préparatifs des 24 heures. Donc on a des équipes de part et d'autre sur le site des 24 heures et sur la parade des pilotes. On a aussi un renfort qui est opéré sur le CH du Mans pour ces événements, avec une trentaine de lignes d'astreinte de professionnels pour pouvoir justement anticiper la survenue d'un plan à ma vie.
De façon en plus, comme si ça ne suffisait pas un vendredi 13, on a eu en plus le matin même une alerte orange orage et vent qui avait mobilisé une cellule de crise préfectorale, puisqu'on s'inquiétait évidemment de l'impact que ça pouvait avoir sur l'événement, notamment sur tous les modulaires de l'événement. Donc une journée qui était déjà sous haute tension, mais à la fois ça a été pour nous une difficulté, puisqu'on devait maintenir absolument les moyens prévus en prudentiel sur ces événements, tout en assurant la démarche sur l'Orsec Novi et le plan Amavi, mais à la fois, vous comprenez bien, on avait déjà finalement beaucoup de moyens mis en alerte, en astreinte, mais aussi postés en présentiel. Merci pour le rappel de ce contexte. Alors, le jour de l'accident, en fait, ce sont des témoins qui alertent les pompiers et puis le SAMU. De l'alerte sur le terrain à la prise en charge à l'hôpital, il y a toute une chaîne qui se met en place. Docteur Joël Panetier, quelles sont les premières étapes? Est-ce que vous pouvez revenir sur le lien notamment entre les pompiers et puis le SAMU? On va projeter une frise chronologique pour bien avoir en tête et bien voir les événements. Oui, donc déjà en préambule, on va parler normalement de technique et de réponse SSE. Quand même, je voulais quand même mettre en avant une pensée pour les victimes. Hein. Évidemment, ça a été une situation assez dramatique, assez complexe à gérer d'un point de vue émotionnel. On est sur des enfants ukrainiens qui venaient en France dans un cadre de voyage scolaire. Donc, quand même, j'ai une pensée importante pour évidemment les victimes et leurs familles. Sur la réponse technique, on est concrètement sur un accident de bus à peu près à 25 minutes du Mans où on a une alerte des premiers témoins qui passent devant l'accident et qui nous évoquent un bus entier, probablement d'enfants, dans le fossé, couchés, avec une vingtaine de personnes qui sont sorties du bus. Cette alerte arrive au 18, au CTA CODIS, qui nous est transmise de façon immédiate au 15, et de part et d'autre, on envoie des premiers moyens, donc des moyens pompiers et du côté du SAMU, un moyen SMUR, d'emblée qui part donc à 11h55. Dans un second temps, on a ce qu'on appelle le bilan d'ambiance, 12h16, premier bilan d'ambiance du premier chef d'agrès sur place pompier qui donc arrive au SAMU et qui évoque une dizaine d'urgences absolues, plusieurs décédés, 60 impliqués. Voilà. Donc ça, c'est la phase initiale qui va déclencher le reste, puisqu'à partir de ce bilan d'ambiance, sont automatiquement le SAMU passe dans un mode crise, envoie une équipe SMUR supplémentaire, envoie un directeur de secours médical, avec associé un assistant de régulation médicale, très important, préalerte les services d'urgence, préalerte les SAMU limitrophes, et on bascule vraiment dans un mode crise à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez expliquer juste, après la partie de ce qui se passe à l'hôpital, comment à ce moment-là, l'hôpital s'organise ou se réorganise? Qu'est-ce qui se passe? Alors, après le bilan d'ambiance, je vous dis, on envoie des moyens notamment de coordination et notamment le directeur de secours médical. En fait, c'est au bilan du directeur de secours médical que ça bascule vraiment. Le bilan du directeur de secours médical, ce jour-là, fait état de 7 urgences absolues, 25 UR, 28 impliqués, 4 décédés. Le préfet décide de déclencher l'Orsec Novi. Et à ce moment-là, l'établissement, qui était déjà dans un mode préalerte sur l'ensemble de ses services, que ce soit la cellule de crise et notamment ses services d'urgence, son bloc opératoire et sa réanimation, bascule dans un autre mode, puisque là, à ce moment-là, est alerté le directeur de garde, qui demande la mobilisation immédiate d'une cellule de crise hospitalière. Une alerte du SAMU en intra est faite, notamment sur les 2 services d'urgence, le bloc opératoire et la réanimation, pour lancer des checklists pré-alerte plan Amavi, avec des actions réflexes qui sont travaillées depuis longtemps. Et puis un événement civique est lancé par la régulation de crise du SAMU qui se met en place, qui en soi permet aussi l'alerte de l'ensemble des établissements de santé de la région et limitrophes, ainsi que nos partenaires SAMU évidemment. Et donc on a à la fois la chaîne Orsec Novi qui se déclenche et qui se décline du côté préhospitalier et une préalerte plan Amavi qui se lance en intra-hospitalier. Merci. Et sur la prise, l'alerte au directeur de garde est mal positionnée, on vous renverra les informations sur ce moment-là. Est-ce que, Joël, vous pouvez revenir sur le rôle du DMC dans cette situation? Alors, le directeur médical de crise, il a vraiment comme mission d'apporter une expertise SSE, de permettre de la coordination, notamment des services qu'on qualifie de chauds, de réponse à ma vie immédiate, et vraiment de faire l'interface entre la cellule de crise et ces services-là. Il est vraiment conseiller du directeur général
dans ces situations. Et donc là, en tant que DMC, je suis alerté en même temps que le directeur de garde. J'intègre la cellule de crise hospitalière à 13h15 et je conseille immédiatement le déclenchement du plan blanc à ma vie qui est effectif à 13h18. J'assure une coordination au sein de cette cellule de crise pour guider le directeur général qui reste en charge de cet événement et coordonne l'ensemble des responsables de secteur sur cette démarche. Merci pour ce rappel du rôle du DMC dans ces situations. Est-ce qu'on peut refaire un petit point aussi entre le moment où le plan blanc est déclenché et puis la réorganisation, la répartition il y a 35 minutes? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 35 minutes? Quel est l'enjeu? C'est de libérer des places? Oui, l'enjeu, c'est qu'on a un bilan qu'on sait potentiellement évolutif, donc une incertitude sur les volumes de victimes qu'il faudra prendre en charge. Donc nous, on se met en mode réflexe, on lance notre plan blanc à ma vie. On a des limites capacitaires. En tout cas, on s'est entraîné pour accueillir 6 à 8 UA en simultané sur notre bloc opératoire. Donc on lance vraiment notre checklist avec cette mission d'essayer de libérer un capacitaire, notamment d'urgence absolue au bloc opératoire immédiat. Donc c'est ce qu'on fait. Les checklists sont lancées. En fait, la cellule de crise s'assure que ce qu'on a planifié, ce qu'on a travaillé en amont, ce sur quoi on s'est entraîné est bien mis en œuvre, mais les services sont totalement autonomes sur le déroulé de leur checklist. On voit qu'à 13h18, le plan blanc est enclenché. À 13h52, on fait un premier bilan en cellule de crise qui fait état d'un service d'urgence adulte et pédiatrique dont les secteurs prévus pour la MAVI sont totalement vidés, avec une zone de tri vide et opérationnelle prête à accueillir. On a à ce moment-là 10 places de réanimation qui sont libérées et 8 places de bloc opératoire qui sont prêtes à prendre des patients et qui sont totalement opérationnels d'un point de vue humain et matériel. Donc c'est un bilan à 35 minutes du déclenchement du plan blanc qui est finalement au-delà de ce pourquoi on s'était toujours préparé, donc plutôt très favorable. Et finalement, c'est aussi notre premier stress test en conditions réelles après globalement 10 ans de préparation sur cette thématique à ma vie. On y reviendra et évidemment, ça a joué dans les facteurs qui ont fait que la chaîne a pu se dérouler le mieux possible, cette préparation d'une dizaine d'années. Mais juste pour revenir sur la fin, en tout cas la fin, ce qui se passe après la réorganisation, la répartition, une fois qu'il n'y a plus de victimes sur le site de l'accident, donc on le voit à partir de 15h46, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler à partir de 16h30 d'un début de sortie de crise? Alors, à partir de 16h30, on est en début de sortie de crise, mais entre-temps, il s'est déroulé quand même pas mal de choses. Peut-être revenir sur quelque chose d'essentiel. On a dû mettre en place, comme toujours, et c'est le but d'un plan blanc, la capacité de l'établissement à s'adapter à un afflux de victimes et la possibilité pour un établissement d'accueillir le plus d'UA possible. En parallèle, il a fallu aussi qu'on assure la prise en charge normale et adaptée du courant et des patients déjà sur place. Et c'est une notion très, très importante sur laquelle on s'est appuyé. Et on a eu aussi, grâce à l'effort des autres partenaires du territoire, je pense notamment aux secondes lignes à ma vie, un délestage complet de notre service d'urgence. C'est très important parce qu'on a un service d'urgence qui fait à peu près, on fait 100 000 entrées par an. Hein, donc, vous voyez, on a énormément d'entrées sur nos 2 services d'urgence adultes et pédiatriques. Ce jour-là, on a pu délester pendant plus de 3 heures toutes les entrées grâce au renfort de la clinique du Mans, grâce au renfort des autres hôpitaux publics du GHT. Et ça, c'est vraiment à noter. C'est quelque chose qui nous a vraiment, sur lequel on est vraiment évidemment très content. Et ça a été encore une fois un test nouveau pour nous. Ensuite, quand on passe la prise en charge des UA, puisqu'au final, avec le dispatching opéré par le plan Novi, on a reçu au CHM 2 UA. Les autres ont été dispatchés dans le reste de la région. Le reste était la question des UR. Traditionnellement, dans un plan Novi, on a tendance à évacuer les UR au-delà de l'établissement de première ligne de proximité. Là, compte tenu du fait que le bilan, que nos secteurs étaient totalement prêts à prendre des grands volumes d'UR, que l'accident engageait des enfants, ukrainiens, donc étrangers, avec une complexité qui nous est apparue assez rapidement dans la relation, notamment aux familles et à l'ambassade. On a pris une décision d'accueillir l'ensemble des UR sur notre site et pour faciliter l'après. Donc, les UR ont été orientés vers les 2 services d'urgence adultes et pédiatriques sur un volume de 28, hein, réparti en gros de façon moitié-moitié entre les 2 services d'urgence. Et donc, une fois la phase passée de l'accueil des urgences absolues, on s'est concentré sur la prise en charge des urgences relatives
Et on s'est concentré aussi à faire la relance de l'établissement qu'on a essayé de faire vers 16h30. Quand je dis relance, c'est libérer les professionnels qu'on avait maintenus en poste, puisque je ne l'ai pas signalé au départ, mais dans la première action qu'on a lancée à 13h, c'est le maintien des professionnels du matin, ce qui nous a permis de doubler en fait l'effectif dans l'ensemble des services chauds sans faire de rappel. Donc ces professionnels, il était important pour nous de les libérer dès que possible, donc autour de 16h30. Il a fallu remettre les services d'urgence dans un mode courant. Donc là, on avait recréé finalement le plan, le PMA intra-hospitalier tel qu'on le prévoit dans le plan AMEAVI, avec des secteurs UEA, des secteurs UR. On est revenu vers le courant à 16h30. On a pu reprendre des activités qui avaient été mises en stand-by. Je pense à certains blocs opératoires, je pense aux consultations, je pense qu'un certain nombre d'activités froides qui ont été relancées à partir de 16h30. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on avait terminé avec la prise en charge des patients du bus, mais on a pu relancer le courant de l'établissement du Mans à partir de 16h30. Et à 20h30, c'est l'horaire de la clôture de la cellule de crise. Oui. C'était la première fois que vous avez activé le plan AMAVI au CHM. Est-ce que, quel bilan vous dressez? Quels sont les points à retenir positifs qui ont favorisé le bon fonctionnement, le bon déroulement de la chaîne? Et puis, quels sont peut-être aussi plus les points à travailler selon vous? Peut-être faire 5-6 points par... On va commencer par les points positifs. Comme je vous disais, c'était un premier stress test. Je pense que ce qui a été vraiment relevé comme étant positif dans les rétextes qu'on a fait depuis, c'est vraiment la culture SSE du CHM qui, de façon historique, via nos événements récurrents, est présente. On a aussi lancé un énorme travail collectif sur l'ensemble de la structure depuis les attentats de 2015, ce qui aujourd'hui, finalement, en tout cas, ça nous a permis de tester à la fois les outils, à la fois la préparation, la planification qu'on avait travaillé. Très clairement, les formations et les entraînements annuels que l'on peut faire dans les services chauds ont porté leurs fruits. On voit qu'on a une culture SSE et des éléments réflexes qui fonctionnent. Donc, c'était un point essentiel. Je pense notamment au matériel aussi. On a des mâles plans blancs avec des checklists. Aujourd'hui, les rétextes nous a permis de continuer à entrevoir des évolutions et c'est vraiment l'intérêt des rétextes. Mais globalement, on a des services qui ont eu le sentiment d'avoir les bons outils en main et de dérouler des checklists qui sont adaptés. Un autre point essentiel qui nous a paru un élément très positif, c'est le lien entre les acteurs. On a un établissement qui est gros, on a 1600 lits et places, mais on a quand même une culture très collective, les acteurs se connaissent et encore une fois, je pense que le fait qu'on ait une organisation au quotidien, notamment avec une cellule de gestion capacitaire hebdomadaire où chaque semaine on adapte les capacitaires, on partage entre nous sur les leviers de réponse achetés, on travaille les anticipations SSE. Toute cette culture, ce lien entre les acteurs fait que les gens se connaissent et en crise, on a eu le sentiment de parfaitement être en phase et les acteurs se connaissaient. Et je pense notamment à la posture du DMC que j'étais. Le fait d'être dans l'établissement en charge des SSE depuis plus de 12 ans maintenant fait que la relation était extrêmement fluide, il n'y avait pas de question de légitimité. Je sais travailler avec tous ces acteurs qui étaient présents ce jour-là, qui ont été exemplaires. Enfin, il y a vraiment eu une fluidité dans les actions et chacun savait ce qu'il avait à faire. On a fait nos points de situation horaires qui ont très bien fonctionné et le DMC c'est un événement, on va dire, parfait pour un DMC dans un environnement qu'il connaît bien. Peut-être un point de rétexte qui est intéressant à partager. On avait longtemps réfléchi à comment on pouvait au mieux faciliter le lien entre l'ARS et le COD. Ce jour-là, on avait un directeur dans la cellule de crise de poste affecté, il était en sus et on lui a seulement faire la liaison avec l'ARS au COD. Il a pris cette fonction qu'on n'avait pas travaillé dans le plan SSE et ça a été vraiment très, très, très efficace, très intéressant d'avoir un directeur de la CCH qui fait le lien exclusif avec l'ARS au COD, qui nous a permis d'avoir un lien permanent avec notre tutelle sans forcément qu'il y ait de rupture de tâches, des coups de fil ou des mails qui parfois peuvent être un peu complexes.
Et puis peut-être un dernier point positif, là ça émane vraiment d'une proposition du COD qui a été excellente, de dire dès le début de l'événement, il nous faut trouver absolument des traducteurs. On avait vraiment quasiment que des Ukrainiens dans cette situation, et donc le fait que la préfecture tout de suite lance une recherche de traducteurs à destination à la fois du préhospitalier, mais aussi du CHM, nous a facilité grandement la vie dans la relation à la fois aux victimes, aux familles et aux représentants de l'ambassade qui sont rapidement arrivés sur les lieux, avec qui on a dû travailler pendant de nombreux jours derrière. Donc un point très positif, traducteur d'ailleurs qu'on a trouvé essentiellement sur un engagement très fort d'une association d'Ukrainiens présents en Sarthe. Et donc ça a été un grand plus. Dans les éléments à travailler, beaucoup de choses dans les retests qu'on a pu faire, mais premier élément qu'on retrouve souvent sur les crises, c'est une alerte du directeur de garde qui peut-être aurait pu être encore optimisée. Donc on a longtemps travaillé des exercices vraiment sur la gestion de l'alerte. On voit qu'on a encore du travail. On peut encore faire mieux sur ce délai d'alerte de directeur. Deuxième point, civique. On sait que c'est un point qui peut être complexe. Là, à l'usage, on s'est rendu compte qu'une partie des professionnels n'étaient pas forcément toujours hyper aguerris sur l'utilisation civique sur des grands volumes de patients qui arrivent en simultané. On a un turnover très important sur nos personnels du service des admissions, et donc on a encore du travail à faire pour vraiment aller, même si l'enregistrement civique a fonctionné, on a un vrai sujet sur comment garder cette expertise auprès des professionnels de terrain sur la traçabilité civique. Un point qui est lié à notre organisation plan blanc. Dans notre plan blanc, on a défini que on a 2 services d'urgence qui sont bien séparés à 2 endroits différents du site, entre les adultes et les pédiatriques. Dans notre plan blanc, toutes les UA vont dans la partie adulte qui comprennent le bloc central du CHM. Les UR, par contre, pédiatriques, sont pris en charge au SAU pédiatrique. Ce jour-là, on a été en très grande difficulté, finalement, pour une raison toute simple, c'est que les UR étaient quand même des victimes issues d'un AVP violent à haute cinétique, et donc ils ont quasiment tous eu une demande de scanner à un moment donné, et cette demande de scanner occasionnait des transports systématiques vers la partie adulte qui contient le scanner. Et donc, une réflexion qu'il faut qu'on ait là sur comment on gère nos UR pédiatriques sur notre site qui comprend 2 services d'urgence distincts. Un autre point qui est peut-être le plus important en retour d'expérience de cet événement, là où je pense qu'on n'a pas été bon, très clairement, c'est sur la continuité de la gestion de crise, l'après. On a un COD qui ferme avant 19h. Donc déjà, on a une grande difficulté puisque à 19h, on n'avait pas finalisé l'ensemble des bilans victimaires, et on avait d'ailleurs une inadéquation entre la traçabilité sinus et civique. Donc on s'est retrouvé un petit peu tout seul sur la finalisation du bilan victimaire. À 20h30, on ferme la cellule de crise en donnant comme consigne que le DMC et le directeur de garde sont disponibles si besoin, et en fait on n'intègre pas du tout la continuité de plusieurs éléments. Le premier, c'est civique, puisque de façon évidente l'ARS était en attente de traçabilité continue du déplacement des victimes dans leur parcours. Donc en fait, je me suis retrouvé moi à 2h du matin à devoir mettre à jour les destinations hospitalières des victimes dans civique n'ayant pas de personnel d'admission sous la main, mais ne l'ayant pas demandé en fait. Donc ça a été une erreur de notre part. C'est l'importance d'avoir vraiment du personnel en charge de civique pour vraiment H24 dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, continuer cette traçabilité. L'autre point, ça a été finalement l'ensemble des adolescents ukrainiens qui sont sortis d'hôpital ont été orientés vers un centre d'accueil géré par la préfecture qui avait des besoins aussi en termes de soutien psychologique. Donc la CUMP a été déployée évidemment, mais aussi en matière somatique. Et là, on a été sollicité secondairement à de nombreuses reprises pendant tout le week-end pour gérer ces situations somatiques relevant de la médecine générale, mais qui ont posé problème et sur lesquelles on n'avait pas anticipé les besoins. Et puis un autre point, ça a été la relation à l'ambassade. On a en fait en moins de 2 heures l'ambassadeur d'Ukraine qui est venu sur le site, qui a demandé à voir évidemment les victimes. Et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées en termes de préparation, et on n'a pas anticipé encore une fois
la continuité de ce lien, on a eu de nombreuses visites officielles et visio pendant les 3-4 jours qui ont suivi, sur lequel, en fait, on n'était plus trop en mode crise, la cellule de crise était démobilisée, et je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes de continuité de prise en charge. Merci. Merci, Dr Panetier, donc, pour ce retour d'expérience, et on a évidemment une pensée pour les victimes. Alors, dans la mesure où tous les hôpitaux peuvent être confrontés un jour à un afflux massif de victimes, il y a une mission nationale qui a été créée, donc, qui s'appelle la Coramavi, pour coordonner justement la préparation et l'organisation de l'afflux massif de victimes au niveau du pays. Docteur Christophe Bernat, bonjour. Donc, vous êtes le responsable de la Coramavi, bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle mission assez rapidement, s'il vous plaît? On est un petit peu en retard. Je vais donc accélérer. Joël est un peu très, très efficace et je suis resté pendu à ses lèvres. Donc cette mission nationale qui est portée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg a été diligentée par la DGS en mai 2025. On va se reculer suite à l'exemple de Joël, on va être beaucoup plus macro. Une coordination opérationnelle pour faire face à la réponse à un afflux massif de victimes. Comme sa grande sœur, la COREB, qui a été créée en 2015 pour le risque épidémique et biologique grave, comme la DGS, après la Coramavi, a créé la Cortox pour le risque chimique et la CORAD pour le risque nucléaire et radiologique. L'idée, c'est qu'effectivement, on va accompagner, consolider la doctrine Amavi, aussi bien en cohérence qu'en compétence, via à peu près les 18 ESR-R, donc les établissements de santé de référence régionaux Amavi, pardon. On va s'appuyer sur eux, on va collaborer avec eux. Ces 18 ESR-R Amavi sont sur le territoire national répartis au niveau métropolitain et ultramarin. Ils ont été nommés par arrêté en 2024. Donc l'idée, c'est de travailler avec eux pour amener un minimum commun ensemble de telle manière à ce qu'on soit équivalent sur tout le territoire. Ces ESR-R Amavi, ils sont répartis homogènement sur le territoire, mais c'est eux aussi, surtout, qui vont dispenser et consolider les connaissances dans l'Orsan Amavi avec tous les autres établissements France et ultramarins de première et deuxième, voire troisième ligne, de telle manière à ce que ces ESR-R Amavi soient le relais avec le terrain hospitalier, privé comme public. La Coramavi a été créée, a eu plusieurs signataires, la DGS, la DGOS, le service de santé des armées, le HESP, l'ARS Grand Est, puisque nous sommes Strasbourg étant dans l'Est de la France, et le GIT, le groupement interface en traumatologie grave. La DGS, dans le même esprit, a créé, donc, comme je vous l'ai dit avant, la Cortox, la CORAD, comme la COREB, et c'est les ESR qui sont nommés dans le même arrêté de 2024 qui vont faire le relais vers les établissements de terrain, aussi bien sur le chimique, sur le NR et sur le REB. C'est ainsi que au niveau national, entre la stratégie qui est menée par la DGS, l'opérationnalité, c'est les corps, la corps Amavi dans l'Orsan Amavi, et ils vont s'appuyer sur les ESR-R Amavi qui, eux, vont avoir les cas les plus complexes, mais aussi être en relation avec le terrain hospitalier, public et privé, pour consolider et pour affermir l'Orsan Amavi dans chacun de ces établissements s'ils le souhaitent. Merci Christophe. Et donc, on a bien compris, l'objectif, c'est donc de la Coramavi d'animer, de coordonner l'activité de ces ESR-R Amavi. Finalement, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est de produire, de diffuser des recommandations? Comment concrètement, quelle est votre activité? On va donc préparer, renforcer la réponse face à un afflux massif de victimes au niveau de ces ESR-R Amavi qui vont après descendre
leur connaissance vers les autres établissements. On va donc s'appuyer sur l'expertise de tous les signataires de la convention de départ, mais aussi sur les ESR Air Amavi eux-mêmes, car souvent du terrain sort beaucoup d'expérience, beaucoup de ressources, les fragilités des uns pouvant être levées par les forces de l'autre. Donc on va animer, on va coordonner, on va échanger, partager avec ces ESR Air Amavi dans leur pratique de l'afflux massif de victimes. Une des autres missions, vous savez que l'AMAVI est le cœur d'un réacteur d'un établissement de santé en crise. L'AMAVI agrège beaucoup de spécialités médicales comme chirurgicales dans la prise en charge de ces urgences collectives, avec des expertises professionnelles multidisciplinaires. On va devoir les agréger, les mettre ensemble pour effectivement sortir la quintessence et pour pouvoir avoir tous s'enrichir mutuellement pour augmenter nos compétences. Comme vous l'avez dit aussi, c'est de produire et de diffuser des recommandations, bien sûr, sous l'égide de la DGS, sur demande de la DGS, des recommandations professionnelles, des référentiels techniques, avec, comme toujours, les différentes entités signataires de la Convention et les différents experts en émanant. On va aussi assurer la formation continue de ces ESR Air Amavi, la production et la dispensation de modules de formation autant que de nécessaire. Merci Christophe. Et rapidement, peut-être une minute, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement par quelles actions cette réanimation elle passe? Alors, on aimerait bien effectivement pouvoir voyager dans tout le territoire français, il est vrai, mais on va se contenter d'échanges dans un premier temps par des webinaires individuels avec chacun des 18 ESR, à ma vie, de telle manière à effectivement se connaître et monter ensemble en compétences avec ces échanges dans un premier temps. Après, des webinaires beaucoup plus thématiques où on rassemblera les 18 ESR à ma vie autour d'un même sujet, 2-3 par an, autant que de nécessaire, mais finalement, pour avoir un même niveau de connaissance commun sur un sujet et de l'approfondir et de répondre à toutes les questions. Et l'idée, comme je le disais encore, c'est de passer après, de faire ruisseler, grâce à ces ESR à ma vie, tout ce qu'on a mis en commun vers les établissements, les autres établissements santé de leur territoire, des territoires de ces ESR à ma vie. Bien sûr, c'est aussi organiser une journée nationale médico-scientifique annuellement, toujours pour ces ESR à ma vie, pardon, excusez-moi, mais aussi pour, bien sûr, toute personne intéressée pour la gestion d'un afflux massif de victimes pour un flux saturant. Petit programme? Merci beaucoup. Merci. Ah, non, mais vous aviez le programme, non? J'allais faire un commentaire sur le programme si vous aviez passé le programme. Oui, on peut projeter Mais sinon, je continue à attendre l'affichage, effectivement. C'est effectivement, on va continuer aussi voilà, on va prendre le programme. Donc, vous voyez, ce sera le 19 mars au Conseil de l'Europe à Strasbourg. On va aborder effectivement des pistes de fragilité. On va se poser effectivement les questions. Il y a toujours des trous dans la raquette. Et comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir avoir des pistes, des solutions d'une résilience, aussi bien sur l'organisation classique, et Joël en a parlé, sur le DMC, le cadre de santé de crise, l'identitovigilance, et il l'a dit juste avant, le civique, l'identitovigilance est le nerf de la guerre en gestion de crise. Après, bien sûr, le bloc opératoire, un autre, on est plutôt sur le sujet des urgences absolues, mais finalement, quelle boîte? Pour qui? La stérilisation, comme l'EFS, le nerf de la guerre, la transfusion massive. Sinon, ça ne marche pas, les UA ne pourront pas être ces décès évitables que nous essayons de faire. La prise en charge médico-psychologique, souvent le parent pauvre, un peu oublié, un peu laissé, parce qu'à la fin, effectivement, et donc on n'est plus... voilà, mais on va remettre cette prise en charge médico-psychologique aussi dans sa vraie place, aussi bien pour les UR, les UA, les impliqués, les familles. Et on va terminer par un état des lieux de la doctrine actuellement sur l'engagement de l'hypothèse majeure des forces armées et où est-ce qu'on en est actuellement dans ce HEM.
Merci. En Donc tout cas, on voilà, vous a mis n'hésitez tout le pas. programme de la... Ouais. Voilà, On a mis le donc il y programme a de la journée et le l'inscription. lien d'inscription. Voilà, Voilà. dans Et le puis chat. après, pour faire un petit scoop, mais très léger, bien sûr, il y a une page LinkedIn sur laquelle beaucoup de personnes se sont déjà abonnées et je les en remercie fortement. On est à plus de 1600, 1700 abonnés. Bien sûr, ce n'est pas le chiffre de la DGS qui a dépassé les 50 000 abonnés. Un site web qui va ouvrir la semaine prochaine. La semaine prochaine, où vous retrouverez aussi beaucoup d'informations là-dessus. On va essayer de centraliser tout ça pour tous les établissements de santé, mais aussi pour les ESRR à ma vie. Et bien sûr, aussi la création de contenu, et je terminerai, Philippine, par la création de contenu en ligne, entre autres, via des capsules vidéo sur la plateforme nationale de l'EHSP. Voilà. Je suis désolé, j'ai essayé de faire plus court. Le lien, en tout cas, est direct avec le prochain sujet. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos explications. Alors justement, vous avez évoqué la nécessité et l'importance de se former pour avoir en tout cas les grandes notions et comprendre bien ce que c'est les fondements de l'afflux massif de victimes. Le HESP, je vous le disais au début de ce webinaire, propose gratuitement un parcours de formation en ligne. Marie-Jade, vous êtes enseignante experte à l'école. Vous avez porté la création de cette plateforme qui s'appelle formation.sse. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement, déjà les publics, et puis ce qu'on peut y trouver? Tout à fait. Merci Philippine. Donc, je vais me permettre de partager mon écran pour vous emmener surfer directement sur cette plateforme. Donc, cette plateforme, elle est née d'un projet qui a été soutenu très soutenu par la Direction générale de la santé, le CHU de Rennes, l'ARS Bretagne et qui impliquait le HUSP, donc dès 2023. L'enjeu, c'était vraiment c'était de travailler sur la formation des acteurs de la santé, l'argot sensu. Donc, on parle souvent de nos parcours qui vont de l'agent d'accueil au médecin spécialiste, en passant par tous les professionnels qui peuvent être impliqués, alors non seulement à l'hôpital, mais également en milieu médico-social et en soins de ville. Et on fait des pas de côté également au profit des acteurs qui concourent à la réponse en situation sanitaire exceptionnelle et en crise sanitaire. Par exemple, la population secouriste ou les forces de l'ordre, bref, tous les gens qui ont à en connaître sur le sujet crise avec ce volet santé. L'idée, au final, c'est d'adopter de manière la plus large possible ce langage commun sur la veille et la sécurité sanitaire, sur les situations sanitaires exceptionnelles. Un autre petit défi de la plateforme, c'est aussi de pouvoir mettre en ligne très rapidement des ressources en cas de survenue d'une situation sanitaire exceptionnelle sur un risque identifié. Mais là, on va plutôt du côté web. Je pense que ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Pour travailler sur les contenus qui sont offerts sur la plateforme, on sollicite des experts nationaux pour chaque sujet. Donc, on a régulièrement recours au concours de la Société française de médecine de catastrophe, de médecine d'urgence, aux experts professionnels de terrain, à l'ANCESU, qui est l'association qui regroupe tous les CESU de France, etc., etc. L'enjeu, vous l'aurez compris, c'est un outil 100% distanciel qui permet de déployer de la formation de masse avec des connaissances de base. Donc, on est entre la sensibilisation et la formation. On a essayé de travailler sur une formation en ligne qui soit la plus ergonomique possible pour l'apprenant et donc on est sur une accessibilité des ressources maximales puisque cet accès est gratuit, il est libre sur auto-inscription, il vous suffit de vous créer un compte. Alors je vous ai emmené directement sur le tableau de bord, sur la page de bienvenue de la plateforme. Il faudra bien entendu pour arriver jusqu'ici vous inscrire et accepter les sujets, les clauses RGPD. Donc, vous le voyez, on a ici notre pack de fondamentaux SSE qui a été notre première réalisation et qui est un peu notre pack de formation de base. Et dans ce pack de fondamentaux SSE, pour qui s'intéresse à ma vie, alors avant de s'intéresser à ma vie, on peut découvrir ce que sont les situations sanitaires exceptionnelles, par exemple, en allant regarder un petit peu ce qui se passe du côté du dispositif Orsan. Alors, vous le voyez, effectivement, alors on est en plus une équipe de rétro gamers, donc ce qui explique une présentation qui parlera aux plus de 30 ans.
Donc, on a des capsules comme ci qui sont très visuelles avec des pop-up. Je vous invite à cliquer partout où vous voyez ce petit sigle. On va travailler sur quelles sont les composantes d'Orsan, l'articulation entre Orsec et Orsan, mais également voilà, quels sont les différents volets Orsan et par exemple les 9 dispositions spécifiques transversales qu'il complète. Vous aurez en plus des capsules sur l'état actuel de la menace en France. Bref, cette intro est très très riche. Une fois que l'intro est passée, je vous invite à vous rendre sur cette petite tuile sur laquelle nous avons groupé dans un premier temps Novi et Amavi. Alors aujourd'hui, je vous présenterai plutôt Amavi, néanmoins, je vous conseille d'aller faire un tour vers Novi. Vous y verrez quelques experts vous présenter des données sur Novi. Donc Novi, Amavi, de quoi parle-t-on? Tout d'abord, Jean-Marc Philippe indiquait en présentation du sujet que dès lors qu'on avait un Novi, on allait très certainement déclencher un Amavi. Donc là, on reprend effectivement un petit peu cette timeline, cette frise avec notre événement déclencheur, notre déséquilibre moyen-besoin qui est spécifique au sujet SSE, la nécessité de prise en charge et l'articulation de ces deux dispositifs. Derrière, vous avez effectivement sur une tuile Amavi, vous avez plusieurs interventions qui ont été captées sur le webinaire du 6 février 2024 qui a eu lieu à la DGS en préparation aux Jeux Olympiques. Donc, Romain Dumont, par exemple, qui est réanimateur au CHU de Nantes, va vous expliquer quelles sont les fonctions d'un directeur médical de crise et comment est-ce qu'on va réorganiser tout notre hôpital, tel que Joël Pelletier l'a indiqué, en cas d'afflux massif de victimes. Ensuite, on va passer sur des techniques qui sont propres au sujet SSE. Quand on fait de la médecine en SSE, les gestes, leur ordre, leur ordonnancement, leur rapidité diffèrent de ce qu'on peut faire en médecine du quotidien. Donc, par exemple, le professeur Pierre Pasquier va reprendre les différents gestes qui concernent la prise en charge du blessé civil par arme de guerre. Et le professeur Arvieux va évoquer, quant à elle, le damage control réanimatoire, donc plutôt côté bloc. À chaque fois, vous avez des petits quiz qui vous permettent de tester vos connaissances. Et vous avez des points essentiels à retenir. Vous avez également une tuile pour aller plus loin qui va contenir des informations supplémentaires. Là, par exemple, vous avez la médecin-chef Julia Fachon qui est spécialisée en médecine physique et réadaptation, qui va parler des filières d'aval, du temps plus long post-crise pour les victimes. On va y retrouver les dernières versions actualisées du guide Orsan et du guide du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations exceptionnelles. Merci Marie. Ouais, si je peux faire juste un tout petit peu de teasing. On a, dans les prochains mois, nous allons sortir un pack de formation aux directeurs, aux directeurs médicaux de crise et cadres de santé de crise. Donc, ce pack sera en fait la première brique des formations telles qu'elles sont dispensées aujourd'hui par les différentes formations directeurs médicaux de crise. Donc, restez connectés sur votre plateforme préférée. Dans les prochaines semaines, je crois même. Oui. Du coup, puisqu'on a eu la question, je me permets de dire qu'il y a plus de 8000 professionnels qui sont déjà formés par la plateforme à ce jour, puisqu'on a eu la question. Marie, est-ce que c'est possible d'avoir une attestation de fin de formation sur la plateforme? Alors, il est possible d'avoir une attestation de formation uniquement pour certains modules, uniquement pour certains packs. Par exemple, si vous rendez sur le pack prérequis à FGSU, vous pouvez faire un module sur les risques collectifs qui dure 3h30, comme lorsque vous allez passer votre FGSU 1 ou 2. Et ce module vous permet derrière, lorsque vous le suivez, que vous avez 75% de bonnes réponses aux différents tests, vous édite une attestation automatique qui peut être ensuite présentée dans votre CESU préféré à côté de chez vous pour pouvoir ensuite suivre une formation à FGSU SSE.
c'est une alternative au recyclage qui a été au refresh de connaissances qui a été travaillé avec l'ANSESU. À ce jour, sur le pack de formation fondamentaux SSE, par exemple, il n'y a pas d'attestation qui est spécifiquement délivrée. D'ailleurs, sur cette question, un personnel formé AFG-SSU, est-ce qu'il est supposé former au SSE? Alors, s'il est juste formé à la FGSU, il ne pourra pas directement former. Il va falloir pour ça passer des qualifications de formateur. J'en profite puisque je vois une question dans le chat. Est-ce que la plateforme est accessible aux non-soignants, non-hospitaliers et consultants en gestion de crise? Elle est bien évidemment disponible de manière large pour tout public. Tant qu'on se crée un compte, tout le monde peut y accéder de tout secteur de la santé et bien au-delà. Merci Marie. En tout cas, on va déborder un petit peu parce qu'on est presque à la fin du webinaire, mais on va utiliser, vous voulez rester, on va garder un petit peu de temps pour poser quelques questions, pas tout parce qu'il y en a beaucoup. Et puis j'ai vu aussi que certaines ont reçu une réponse directement à l'écrit. Une première question, est-ce que tous les établissements avec un service d'urgence doivent avoir un DMC et un cadre de crise? Peut-être Jean-Marc Philippe, une question. Oui. Oui, tout à fait. J'ai répondu d'ailleurs dans le message. Oui, il est clairement indiqué dans le guide d'organisation de préparation du PGTH-SSE que tous les établissements de santé, donc à ma vie première ligne, donc qui sont identifiés dans le plan Orsan, doivent disposer d'un pool de DMC et de cadres de santé de crise pour pouvoir répondre à toute éventualité. Les premières lignes sont effectivement en première ligne à ma vie. Ils sont sûrs, s'il y a un événement grave, de recevoir des victimes. Donc, il faut qu'ils le fassent. C'est recommandé pour les deuxièmes lignes également. Merci. Peut-être une deuxième question pour vous aussi. Y a-t-il une coordination avec la médecine de ville lors d'un événement à ma vie? Peut-être les CPTS. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, hein, tous les professionnels de santé ont un rôle à jouer. J'ai répondu à une question, j'ai même envoyé, on va dire, trois diapositives qui expliquent un petit peu notamment le rôle que peuvent avoir les professionnels de ville dans le cadre d'un AMAVI, ce qui n'est pas forcément évident. On attend plus les professionnels de ville sur de l'épiclim ou sur d'autres dispositifs de réponse, d'autres plans, notamment sur le médico-psy. Mais sur l'AMAVI, il y a vraiment un rôle à jouer. C'est d'abord de faciliter la prise en charge, de prodiguer aussi les premiers soins, bien évidemment, si on est immédiatement à proximité. C'est également de faciliter aussi la libération des places dans les établissements par des sorties, on va dire, anticipées de patients, mais c'est aussi, on va dire, dans la phase post-immédiate, c'est le repérage des troubles psychiques post-traumatiques, c'est l'identification aussi de lésions chez certains patients qui ne sont pas rentrés dans le dispositif parce qu'elles sont sorties. L'exemple de Nice est flagrant là-dessus. On a eu énormément de personnes qui ne sont pas allées directement dans le dispositif immédiat, mais qui après se sont manifestées auprès de leurs professionnels de santé de proximité et donc de les remettre dans le bon circuit de prise en charge, de les identifier aussi pour faire valoir leurs droits de victimes. Et donc, vraiment, tous les professionnels de santé, quel que soit le dispositif Orsan, ont un rôle à jouer, y compris le médico-social aussi, que j'associe, alors un peu moins sur AMAVI, mais en tout cas, ils ont un rôle à jouer dans le dispositif Orsan d'une façon générale. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, il y a pas mal de questions donc, sur ce qui s'est passé au Mans. Joël, quand et comment la CUMP est intervenue au Mans? Alors, la CUMP est intervenue en immédiat dans le cadre de leur SECNOVI, hein, donc a été évaluée sur place au niveau d'un centre d'accueil des impliqués. Hein, on a vraiment déroulé le NOVI classique. Il y a eu aussi j'ai fait une demande assez rapidement d'intervention de la CUMP pour les victimes, notamment en urgence relative qui étaient au CHM, parce que 28, c'était quand même un volume important. Et la CUMP est intervenue pendant les jours qui ont suivi sur le centre d'accueil et d'hébergement mis en place par la préfecture dans un lycée qui a recueilli finalement toutes les UR qui ont fini par ressortir, les impliqués et parfois des quelques familles qui étaient arrivées. Donc la CUMP a fait un gros travail pendant plusieurs jours. Merci Joël. Une autre question sur la situation, est-ce que la programmation des blocs opératoires sont réduits pour les 24 heures du Mans?
Non, pas spécialement. Il y a évidemment une attention particulière à ce que l'ensemble de notre programmation soit bien adapté et qu'on ne soit pas en situation de débordement en amont. Mais de là à dire qu'on lève l'activité froide, non, pas du tout. On se prépare au contraire à toujours avoir une augmentation d'activité qui reste mesurée, mais on a quand même ces 340 000 spectateurs, et c'est globalement 170 000 habitants de plus pendant à peu près une semaine. Donc ça génère aussi en fait de la pathologie classique en plus à prendre en charge. On a l'habitude de ça, mais il n'y a pas de déprogrammation préventive. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a un renforcement significatif aux urgences et toutes les lignes, par exemple chirurgicales et anesthésie, sont doublées. On a calé nos lignes d'astreinte et notre capacité de réponse sur notre objectif à ma vie à 6 à 8 tueurs en simultané. Merci. Encore une autre question pour vous. Lors de l'événement du Mans, avez-vous utilisé SI SAMU et SI Orsan avec Civic? Alors, Civic, oui. Comme j'ai dit, c'est une des actions réflexes immédiates, le déclenchement d'événements civiques par le SAMU 72. Le SI SAMU, oui, une main courante a été faite, mais on ne l'a pas forcément utilisé en suivi des victimes et intégration des listes de victimes dans le SI SAMU. Et SI Orsan, je suis désolé Jean-Marc, je suis surtout désolé Antoine. Je vais vous partager totalement ce que j'ai vécu dans ma tête. Quand je suis arrivé au SAMU, donc un peu avant 13 h, j'ai constaté que les équipes avaient déjà mis en place la régulation de crise, avaient lancé les tableaux VELEDA que l'on a avec vraiment tout un tas de tableaux spécifiques, vecteurs, patients, enfin établissements. L'équipe travaillait déjà très bien et étant donné le bilan victimaire qui semblait quand même raisonnable, peu évolutif, et le fait que les équipes avaient déjà bien avancé et travaillaient vraiment très bien, je me suis dit, je ne vais pas déstabiliser ce qui est en cours pour les pousser vers un outil qui, de façon tout à fait transparente, n'est pas encore bien maîtrisé sur le SAMU 72. Donc, on a travaillé à l'ancienne. Tu as très bien fait. Il y a pas de... Quand on n'a pas besoin d'un outil, il n'y a pas besoin de l'utiliser. Je m'excuse quand même parce que c'est un outil extraordinaire et un des premiers mots que j'ai pu dire dans le rétexte, c'est vous avez très bien travaillé, mais maintenant 2026, objectif SI Orsan. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Malheureusement, on n'a plus trop le temps de les prendre. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Merci à vous, les intervenants, d'avoir pris le temps et pour ces explications et ces précisions. En tout cas, le replay sera disponible bientôt sur la plateforme de formation qu'on vous a présentée, sur notre chaîne YouTube également. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'y avoir assisté et puis à bientôt. Merci Philippine. Merci à tous. Merci Philippine, Merci merci à beaucoup. tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.